Merci beaucoup Yves, bonjour à tout le monde, mesdames, messieurs, en vos titres et fonctions. Je ne vais pas faire la même déclinaison que Martial Pasquier. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, évidemment que M. Huisseau a donné déjà quelques émotions par rapport à la gestion du fédéralisme. Je vais reprendre peut-être les choses de manière un peu plus fondamentale et un peu plus sur les fondements de notre système de santé, et puis aborder bien sûr les questions de gouvernance, de rôle d'État et du rôle des intérêts particuliers dans le système de santé qui sont, vous le savez, massifs. Alors, je vais reprendre l'historique et la définition finalement d'un système de santé, parce qu'invariablement, on parle de système de santé, de système de soins, tout ça est un peu mélangé, alors qu'au fond, on est d'accord que si on s'arrête 2 secondes, santé et soins, c'est évidemment pas du tout la même chose. Mais en fait, on confond complètement ces deux mots et c'est bien de les remettre. Évidemment, vous parlez des prémices de crise. Alors, j'ai fait une overdose du Covid, donc j'en parle pas du tout. Mais on est dans des prémices de crise. Alors, je ne sais pas à quel niveau de la flèche on est. À mon avis, on est déjà un peu dans la flèche, mais elle est difficilement nommable. Alors forcément, avec les adaptations nécessaires que tout le monde appelle de leur vœu, on se dit, alors qui peut faire quoi, hein, qui pilote le système? Et puis vous verrez que là, alors on bute assez vite, on bute sur des blocages et la place d'intérêt particulier, parce que c'est ainsi qu'on l'a conçu en Suisse, et qu'à la fin, je suis convaincue que ce sera une question citoyenne et évidemment une question politique qui nous pend au bout du nez assez vite. Alors, système de santé, de quoi parle-t-on? En général, tout le monde dit un système de santé, c'est les hôpitaux et les médecins. Voilà. Ça veut dire qu'on est complètement pris par cette dimension que la santé, un système de santé, c'est les médecins et les hôpitaux. Et vous verrez qu'au fond, ces médecins et les hôpitaux ne contribuent pas à la bonne santé de notre population, ou de manière extrêmement marginale, contrairement à ce qu'on croit. Si on est en bonne santé en Suisse, c'est parce qu'on a joui d'excellentes conditions de vie, d'éducation, d'environnement, et c'est pas parce qu'on a un hôpital au coin de la rue ou parce qu'il y a un certain nombre de médecins qu'on est finalement en bonne santé. L'activité médicale répare parfois la santé, mais ne produit pas de la santé. Alors, je reviens un peu aux fondamentaux, c'est-à-dire que de tout temps, toutes les sociétés se sont préoccupées de santé, d'essayer de guérir, de maintenir finalement un collectif en bonne santé. Il y avait un intérêt, c'est clair, là-dessus. Et c'était plutôt ce qu'on appelle l'hygiène publique vers le XVIIe siècle, dans une intention un peu de maintenir le collectif en forme, parce qu'un collectif qui est en forme, et ça on l'a oublié, c'est un collectif qui contribue au développement de la société et au développement humain de cette société. Et puis, vers le XVIIIe, XIXe siècle, là, il y a eu les premiers ministères de l'hygiène, de l'assistance publique et de la sécurité sociale. Et vous voyez qu'à ce moment-là, c'était beaucoup autour du contrôle des épidémies, déjà. Et puis, on a mis des normes d'urbanisation, on a mis les cimetières à l'extérieur des villes, on a mis les abattoirs ailleurs, on a commencé à faire des canalisations d'eau, etc., avec un État historique qui, finalement, se préoccupait, encore une fois, de la force du collectif, et puis d'une forme de paix sociale, évidemment, vers la fin du XIXe siècle, c'était très important. Et puis, tout ça pour dire que notre histoire du système de santé est une histoire finalement très récente, puisque c'est vraiment au début du XXe, et puis ensuite, vers les années 20 et 30, l'apparition de la médecine scientifique, puis de la biomédecine, a complètement bouleversé cette dimension historique d'une protection de la population et d'une question de santé dans la population. Avec la découverte de la physiologie, de la biologie, etc., on est rentré dans le corps humain et au point de plus du tout s'intéresser à ce collectif, et on a dit la biomédecine s'est rendue propriétaire de la question de la santé en disant nous comprendrons comment marche le corps humain et nous allons guérir les maladies. Et donc, on a complètement perdu de vue cette dimension collective. Alors, ça impacte la question du rôle d'État sur lequel je reviens après, puisque, effectivement, historiquement, on a cet État social soucieux d'une hygiène publique, du maintien d'une santé collective avec cette hygiène publique. Et puis, au début du XXe siècle, enfin toute fin du XIXe, on force l'État à dire maintenant il faut une protection sociale. C'est tout le mouvement de développement des assurances sociales. Et donc le premier mouvement autour de notre système de santé, c'est bien une assurance sociale
qui protège financièrement ses citoyens contre les aléas, les risques financiers liés aux aléas de la vie, c'est-à-dire la maladie, l'invalidité, le chômage, etc. Donc en fait, ce rôle d'État social avec l'hygiène publique d'un côté et cette dimension de protection financière fait qu'on met en place en 1911, après une votation populaire de 1890, dans lesquelles le peuple suisse dit on veut une assurance maladie et accident obligatoire pour tous les citoyens pour protéger financièrement et faire en sorte que les gens puissent payer le médecin, puissent payer les quelques soins nécessaires. Et donc, c'est cette assurance, alors c'est pénible, hein, les historiens, s'il y a des historiens dans la salle, on voit déjà la lutte qui va se mettre en place, puisqu'on décide en Suisse donc, de suivre ce modèle bismarckien, plus ou moins, c'est-à-dire un système d'assurance sociale dans lequel on a une population qui cotisent auprès de caisses d'assurance maladie. À l'époque, c'était les mutuelles, donc elles étaient déjà présentes depuis plus d'un siècle déjà à ce moment-là. Et puis, ces caisses rétribuent les professionnels et les institutions qui prodiguent des soins à ceux qui deviennent des patients. Et donc, on garantit une rétribution selon un tarif. Et là, l'État n'est qu'un régulateur, là au milieu, et ce schéma sur lequel on est toujours aujourd'hui fait qu'on est toujours dans une force historique des caisses d'assurance maladie d'un côté et des professionnels de santé, notamment les médecins de l'autre, qui, depuis le début, se sont opposés, il faut le dire, à l'instauration d'un système régulé par l'État et très jaloux de leurs prérogatives et de leur marge de manœuvre et d'autonomie, et pour les médecins, évidemment, d'intérêt financier, ont tout au long du siècle résisté à toute autre tentative de régulation un peu plus forte du système de santé. Pour dire, par exemple, encore dans les années 50, sauf erreur, les médecins se sont formellement opposés à de l'assurance obligatoire pour certains travailleurs particulièrement à risque. Et donc, vous savez bien qu'on a dû attendre quand même 1996 pour que notre fameuse assurance maladie devienne réellement obligatoire, hein, puisque c'était la volonté populaire un siècle auparavant. Donc, effectivement, tout ça n'avance pas très vite. Donc, on est dans cette conjonction, normalement, de dire un système de santé, il devrait produire et protéger la santé d'un côté, c'est une tâche publique, je crois que personne ne peut le contester, on doit produire cette santé, personne n'a intérêt à avoir une population, une société en mauvaise santé, donc on devrait mettre de l'investissement dans cette santé publique et cette production de santé, et de l'autre, permettre la réparation de la santé quand elle est atteinte et avec une forme de protection financière. La réalité, c'est qu'au cours du siècle, il y a eu un développement phénoménal de la société qui attend toujours plus en termes de bien-être, de confort, de suppression de la souffrance, voire de report de la mort. On a une médecine qui s'est éclatée, si on peut dire, dans des promesses et des mythes extraordinaires. Extraordinaire le nombre de croyances qu'on porte par rapport à la médecine, qui a donné une position totalement centrale, une position sociale aux médecins indiscutable. Aujourd'hui, qui a la légitimité de parler de santé? C'est les médecins. C'est les médecins que les sciences sociales sont plus là. Plus personne, et pourtant on essaye de mobiliser d'autres sciences pour dire, attendez, la santé, ce n'est pas la propriété de la médecine. Là aussi, ce n'est pas la même chose. Et vraiment, cette médecine, c'est presque en parallèle, disons, d'une baisse du religieux au cours du siècle, on peut presque assimiler cette médecine à de nouvelles religions, avec ce rôle central de l'hôpital qui fait que quand on se pose une question de santé, on va toujours demander à l'ultra-spécialiste du CHUV, des HUG, etc., de l'hôpital ce qu'il en pense, alors qu'on est bien d'accord que ce n'est pas forcément les meilleurs spécialistes pour y répondre. Et puis, le grand drame, je pense, de ces 30-40 dernières années, c'est l'immission d'un marché dans ce phénomène de croyance et de production spectaculaire de ce système de santé qui renforce les attentes, qui renforce les croyances. Et si on pense au marché du médicament, par exemple, on est vraiment dans un développement magistral. Et puis,
On a des gènes suisses qui, finalement, ne nous mettent pas tellement en position de force aujourd'hui, avec un référentiel de valeurs qui est très fortement axé sur la responsabilité individuelle. Donc, on dit, a priori, ta santé, tu l'as au début, débrouille-toi pour la garder, c'est ta responsabilité de la maintenir. Et donc, encore une fois, on a perdu la dimension du collectif et d'une forme de responsabilité collective. Et puis, le sacro-saint libéralisme, liberté de commercer, qui, évidemment, colore fortement notre système. Alors aujourd'hui, notre système de soins, et j'ai été quand même gentil de faire quand même un petit dessin, parce que j'aurais pu le faire tout petit, parce que cette dimension de santé publique en Suisse est vraiment extrêmement faible. On a très peu de culture de santé publique. La seule culture de santé publique, c'est des médecins épidémiologistes, et là aussi, on est d'accord que la santé publique devrait être davantage interdisciplinaire. Et donc, on a beaucoup perdu cette dimension collective, sociale et environnementale de notre santé, dans un monde qui est assez fascinant, parce qu'on produit, avec nos industries polluantes, on produit juste nos malades pour lesquels, après, on pédale dans le système de santé pour guérir le diabète, l'obésité. Donc, on est dans une société un petit peu folle, il faut le dire, hein, par rapport à ça. Et puis, de l'autre côté, on a fait un vaste marché de la santé. Et comme on a un système qui, depuis le début, valorise l'acte, valorise la prestation, eh ben, on a une surcroissance, parce qu'un surfinancement de tout ce qui est prestations techniques, spectaculaires, la chirurgie, etc. Et tout le monde oublie qu'est-ce que c'est l'accompagnement, le soin aux personnes âgées, la fin de vie, tout ça, on met un peu de côté parce que ça ne fait pas joli dans le paysage. Et donc, on a vraiment un problème aujourd'hui. Je vous montre juste quelques chiffres. Ça, c'est les dépenses de santé entre 1880, alors je ne sais pas ce que valaient les chiffres à ce moment-là, mais l'important, c'est de voir la croissance spectaculaire depuis les années 20 et 30, l'arrivée de la biomédecine sur les dépenses par rapport à la santé. Ici, des chiffres de 2020, évidemment, 2021 c'est déjà plus, 2022 c'est encore plus, etc. Donc là, je pense on doit être à plus de 830 francs, mais donc on dit, voilà, sur ce qu'on dépense par mois, 804 francs dans les dépenses du système de santé, vous voyez que le gros du gros, c'est des dépenses pour les soins, pour 84 milliards en 2020, mais il y avait déjà 3 milliards de plus l'année suivante. Et puis, notre fameuse petite prévention, ça représente 29 francs par mois sur le total des 804 francs pour la santé. Donc ça, c'est juste l'illustration. On est dans un système où on pédale sur le grand marché de réparation de la santé pour finalement des bénéfices qu'on peut questionner et qu'on questionne depuis un petit moment. Parce qu'on dit oui, mais quand même en Suisse, on a la meilleure espérance de vie, on est les plus heureux, on a le meilleur accès aux soins, etc. Ça, les choses vont se péjorer, je vais vous le montrer. Mais si on regarde l'espérance de vie en bonne santé, parce que finalement, vivre longtemps, mais vivre longtemps malade et handicapé, je pense que ça n'intéresse que peu de monde. Mais si on regarde l'espérance de vie en bonne santé par rapport aux dépenses de santé par tête, ça c'est des chiffres de 2016. Heureusement, nous en Suisse, on a toujours les États-Unis qui sont pires que nous, mais sans ça, on aurait le jackpot chaque fois. Donc eux, les pauvres, ils dépensent encore plus et ils sont encore moins en bonne santé. Et leur espérance de vie tout court, d'ailleurs, se réduit de manière spectaculaire d'année en année. Donc c'est vraiment disons, quelques partis qui appellent le système libéral américain, quelques modèles américains pourraient réfléchir un petit peu. Et donc, en fait, on voit que la Suisse, finalement, c'est la même chose que la France. On dit toujours en France quelle catastrophe, mais l'espérance de vie en bonne santé en France, elle est aussi bonne, voire des fois meilleure selon les statistiques que celles qu'on a en Suisse. On est exactement la même chose que les autres, seulement on dépense le double. Voilà. Donc le double pour zéro probablement bénéfice sur l'espérance de vie en bonne santé. Mais tout ça alimente un vaste marché et puis les économistes sont contents. Mais après, il faut savoir ce qu'on veut. Alors maintenant, on est face à des prémices de crise qui sont quand même assez nouveaux. Avant, c'était juste saisonnier autour du mois de septembre de parler de la hausse des primes. Mais là, on a vraiment des problèmes de fond qui commencent à arriver et qui sont attendus. La pénurie de professionnels, alors celle-là, c'est clair, elle a été aggravée par la question du Covid. Mais on est finalement sur un manque de personnel et une capacité qui ne pourra pas absorber les défis des 20 à 30 prochaines années.
En fait, on est passé d'un système, au cours du XXe siècle, où on a eu des conditions de plus en plus favorables à la santé, avec l'éducation, l'environnement, la dimension de l'habitat, etc. On avait cette couverture universelle des soins, on avait des soins de très haute qualité, un accès facile. Ce qui se passe maintenant, c'est que nos conditions environnementales se péjorent, on a une croissance des inégalités sociales de santé qui se creusent, aussi en Suisse. L'espérance de vie en bonne santé, selon votre niveau d'éducation ou selon votre niveau socio-économique, n'est pas la même chose. Et l'évolution, non seulement stagne de cette espérance de vie en bonne santé, mais elle se péjore pour ces groupes-là. On a des primes d'assurance maladie. Rappelez-vous, l'État, c'était de la protection financière. Aujourd'hui, on pourrait re-questionner le terme de protection financière quand on voit la charge des primes d'assurance maladie pour les ménages, qui, je le rappelle, ne sont pas le modèle bismarckien qui était ajusté au salaire. C'est des primes et il n'y a pas d'ajustement par rapport aux revenus. Et puis, notre accès aux soins, dont on s'est tellement targué, il se réduit. Il y a des phénomènes de renoncement aux soins, parce que forcément, plus on paye cher, plus on prend des franchises hautes, plus on prend des franchises hautes, plus on réfléchit si on va chez le médecin. D'ailleurs, ce qui fait dire que la proposition PLR de dire on va mettre une taxe de 50 francs pour les gens qui se rendent aux urgences pour des motifs bénins, on peut juste leur rappeler qu'avec des franchises à 2500 francs, ce n'est pas 50 francs de taxe qui va faire changer alors la question par rapport à ça. Et puis, on a une pénurie de professionnels qui est réelle en Suisse et qui va s'aggraver, avec une qualité des soins qui va se péjorer et des prémices de médecine à 2-3 vitesses et surtout des soins chroniques et des soins de longue durée, donc tout ce qui est en EMS, tout ce qui est soins à domicile, qui sont finalement complètement sous-valorisés dans notre système parce que, encore une fois, on a plutôt surinvesti dans le technique. Si je prends une comparaison avec les 11 meilleurs systèmes, les 10 meilleurs systèmes de santé au monde du Commonwealth Fund, on voit que la Suisse, finalement, elle est 9e sur 10, donc on n'est pas au top du top du fonctionnement. Et c'est sur une série d'indicateurs qui sont l'accès aux soins, les processus de soins, la continuité des soins, évidemment très importante dans la gestion des maladies chroniques, l'efficacité administrative, l'équité, la justice, et puis des outcomes de santé, c'est-à-dire est-ce que réellement on est en meilleure santé. Et là où on plombe chez nous, c'est dans l'accessibilité aux soins, on le sait, en particulier en lien avec un système très coûteux pour les ménages. Le out-of-pocket est le plus haut, un des plus hauts encore une fois, il y a les États-Unis devant nous, mais sinon on est vraiment très au-dessus de tous les autres systèmes. Et on n'a pas de couverture des soins dentaires, ce qui est un vrai problème en termes de santé. C'est un vrai problème de santé publique, la question des soins dentaires. On n'a pas systématiquement d'accès à cette première ligne qui devrait pouvoir prendre en charge dans la communauté toutes les pathologies chroniques courantes avec la coordination des soins. Pourquoi ? Parce qu'on ne l'a pas valorisé dans notre système. Donc nos urgences se déversent toujours dans l'institutionnel, toujours vers les hôpitaux. On a des très mauvais systèmes de première ligne. Et puis, on n'est pas si bon que ça pour ce qu'on appelle des hospitalisations évitables pour des pathologies chroniques comme l'insuffisance cardiaque, le diabète, dont on sait que si elles sont bien prises en charge dans la communauté avec une bonne première ligne de soins, on évite des hospitalisations. Là, on n'est pas très bon. Les soins coordonnés sont très faibles et évidemment, la prévention est très faible aussi. Donc tout ça, c'est aujourd'hui. Le problème, c'est 2050. 2050, c'est demain. Avec une charge de vieillissement démographique qu'on va connaître et qu'on commence à connaître, c'est un vieillissement rapide de la population et ça veut dire drastiquement, c'est un nombre de personnes qu'il va falloir pratiquement prendre en charge, quasi un doublement des besoins de soins à l'horizon 2050. C'est quasiment un doublement des besoins de soins. On a non seulement le vieillissement, et donc avec les maladies chroniques, et contrairement à ce que des fervents adeptes de la tech disent l'avenir de la médecine sera technologique, d'accord, mais à horizon 2050, il n'y a rien qui, dans cette salle, peut changer vos pronostics drastiquement de santé. Si vous devrez, ma foi, développer un diabète, une démence, une insuffisance cardiaque, les dés, je suis désolée de vous le dire, sont déjà jouer pour vous, mais c'est bien, continuez de faire du sport et évitez de trop fumer et mangez bien, mais les premiers signes de lésion de maladie de l'Alzheimer, c'est 25 ans à peu près, donc vous êtes déjà dedans sans le savoir, heureusement.
parce qu'il faut bien vivre. Et donc, en fait, nous qui serons en 2050, rien ne peut foncièrement infléchir. On ne peut pas dire en 2050, si on a inventé ça, tout le monde sera en bonne santé, puis un jour mourra en bonne santé. Non, la réalité, elle est là. On va avoir besoin de prendre en charge des gens. Évidemment que la croissance des coûts, qui est totalement non maîtrisée, va continuer, mais ça, bon. Et puis, surtout, on va être sur un déficit d'infrastructures en termes hospitaliers, en termes de long séjour, de DMS. On ne construit pas, et c'est long de construire un hôpital. S'il y a quelques-uns qui se rappellent, je pense l'hôpital de Réna, ouais, c'est quoi, 25 ans, je pense, entre le premier décret au Grand Conseil, etc. Donc, en fait, on a postulé qu'en fait, et c'est juste, que l'hôpital ne devait pas être un lieu où on reste et que ça devait être un lieu technique de très court séjour, très bien. Mais ce qu'on a oublié de dire, c'est de dire ça, c'est possible, les amis. Si, de l'autre côté, quand vous retournez à la maison, vous avez un bon dispositif, des bons médecins traitants, un bon suivi chronique, etc. Mais comme on n'a rien développé, nous, en Suisse, sur cette médecine de première ligne et de médecine de la communauté, eh ben, on va continuer à surutiliser l'hôpital qui, on le voit bien, commencera à être surchargé. Et dans des phénomènes d'industrialisation aussi des processus qui ne plaisent pas du tout aux professionnels soignants, qui s'y retrouvent plus du tout dans ces infrastructures. Et puis la pénurie de professionnels de santé aussi, je vais y revenir tout à l'heure, c'est non seulement, là on a reçu les chiffres, l'inscription en première année cette année HES, soins infirmiers, 20% de moins que l'année passée. Donc en fait, il y a un désamour aussi pour la profession qui intervient, parce qu'en fait, ces systèmes ne répondent plus non plus à des idéaux de professions qui sont ces professions soignantes. Et puis, on a une dépendance à l'étranger phénoménale. On a près de 40% des médecins en Suisse spécialistes qui viennent de l'étranger, qui ont été formés à l'étranger, qui ont leur diplôme étranger. 40%, donc on ne produit pas nous-mêmes nos propres médecins. Et pour le personnel infirmier, c'est 30% de dépendance à l'étranger. Si nos pays voisins, parce que ça vient surtout de France, d'Italie et d'Allemagne, si nos pays voisins avaient la bonne idée de resserrer un peu les vis, faire quelques impôts pour les activités frontalières, on peut être très rapidement en Suisse, et on l'a vu pendant le Covid, on avait dû négocier très fort pour qu'on ne ferme pas les frontières sur les professionnels et que les autres ne récupèrent pas leurs infirmières. Notre système, il tient à un fil. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut urgemment? Forcément, c'est revoir tout ce qui peut être production de santé. Aujourd'hui, on n'a pas de politique d'intervention dans la toute petite enfance. Or, la toute petite enfance, elle est prédictrice de la santé de la population plus tard. On devrait investir massivement auprès des enfants et des jeunes. On devrait faire évidemment des politiques intersectorielles sur l'environnement, sur l'habitat, etc. Et puis, dans le système de soins, sans le déconstruire complètement, il faudrait évidemment revoir la structure tarifaire. Ce n'est pas le contrôle fédéral des finances qui le contredira, je crois, pour une revalorisation de tout ce qu'est les soins chroniques, les soins de longue durée, etc., pour qu'en fait, on puisse inciter ça. Alors, maintenant, on dit d'accord, alors qui peut faire quoi pour répondre à ces enjeux? Auprès de quelle porte, au pluriel, faut-il aller sonner? Et puis, je vais reprendre cette question du rôle d'État et du rôle des acteurs. Et je vous rappelle cette citation de Laurent Courte. Le système n'est ni gouverné ni gouvernable. On va voir si c'est le cas et s'il était visionnaire. Donc, les rôles d'État, on reprend les fondamentaux. Il y a ce rôle d'hygiène publique et ce rôle de régulateur dans le système de soins. Ça a été dit, on est 26 cantons qui, a priori, sont souverains. Enfin, ce n'est pas a priori, les cantons sont souverains, tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale, et ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. OK. Et puis la Confédération, elle peut faire que ce qu'on lui a dit qu'elle pouvait faire. Bon. Vous connaissez bien ça. Et alors on dit, alors dans la santé, on plonge dans la Constitution, on dit, alors qu'est-ce que ça nous dit là? Qui c'est qui est responsable de quoi? Alors là où c'est clair, c'est cette compétence de la Confédération de légiférer sur les assurances sociales. Donc l'assurance maladie, check, c'est la Confédération. La formation de base en tant que critère et les conditions d'exercice, ça c'est assez vieux aussi, c'est déjà là. Ce qu'on appelle la protection de la santé, ce n'est pas la promotion de la santé, c'est la protection de la santé. Donc là, on a dans la Constitution tout ce qui pourrait venir de toxiques de l'extérieur, les rayons ionisants, les maladies transmissibles, etc. Là, il y a un rôle pour la Confédération, mais pas dans de la promotion de santé, pas dans l'idée de la production de santé.
la recherche, la procréation, des choses spécifiques après. Et puis on se dit, bon, bah alors le reste, c'est la Confédération et les cantons sont responsables d'eux. Et alors là, ça commence à devenir compliqué, puisque finalement, on s'entremêle entre des compétences Confédération et cantons pour tout ce que le peuple de guerre lasse, parce que ça passe pas au Parlement, décide de mettre comme initiative populaire. Alors les soins médicaux de base, les médecines complémentaires, les soins infirmiers, paf, on va mettre ça dans la Constitution, puis ça finit à la fin par la Confédération et les cantons. Et puis là, pour l'initiative des soins infirmiers, je pense qu'on en a pour un moment avant de savoir effectivement qui va payer quoi et qui peut, etc. Donc, en fait, pas très efficace non plus. Et puis, dans ça, on dit « Ah, mais tout ce qui n'est pas nommé, c'est les cantons. » Bon. Alors, c'est pour ça que, finalement, on s'est satisfait de ça, avec des petites zones d'autorité cantonale. On dit « Ouais, la santé, c'est cantonal. » Oui, mais alors c'est cantonal, mais alors je pense que moi, j'ai passé 80% de mon temps à gérer des trucs qui étaient que dans le système sanitaire réglé par le droit de la LAMAL. Et puis 80% du budget cantonal, c'était pour les hôpitaux. De toute façon, c'était circulé. C'est de l'argent lié, donc il n'y a pas de marge réelle. Donc, en fait, on est un peu sur des textes, un peu des mantras qui sont faux. Donc, effectivement, gouvernance de la santé et fédéralisme, on a un grand flou qui fait que si on regarde maintenant, mais là je fais juste un tout petit peu de théorie, la question des performances de système de santé, la gouvernance c'est un élément de performance d'un système de santé, et on rappelle dans le modèle que je prends là de l'Observatoire européen des politiques de santé et système de santé, un système de santé, il a un but sociétal. Donc, ce but sociétal, c'est du développement économique, c'est du développement de cohésion sociale et de bien-être. Donc, ce n'est pas juste répartir de l'argent auprès des plus offrants. Il y a un but sociétal. Il faut maintenir la population dans le meilleur état de santé possible. Il faut organiser un système de santé efficient et équitable et puis garantir cette protection financière. Et puis, on a 4 grands domaines pour évaluer la gouvernance d'un système de santé. Est-ce qu'il y a une vision stratégique? Est-ce qu'on a un document cadre, une orientation qui est lisible et qui impose une certaine direction? Est-ce qu'il y a une législation et une régulation qui appuient finalement cette stratégie? Est-ce qu'on a cette capacité de coalition, ça a été dit tout à l'heure, cette dimension de partenariat? Le système de santé, c'est un système complexe, donc on ne peut que travailler sur de l'horizontalité aussi. Est-ce qu'on peut participer ainsi à des processus de décision qui engagent les gens? Et puis un système d'information, parce que ça va être le nerf de la guerre. Et alors, si on regarde maintenant dans notre système en termes de gouvernance pure, en termes de vision stratégique, il y a une stratégie 2030 au niveau de la Confédération, mais la Confédération l'a fait tout seul. Ils font leur stratégie, puis après, dans la to-do list, c'est marqué les cantons doivent, mais personne n'a discuté avec les cantons, puis les cantons, ils lisent même pas la stratégie de la Confédération, et puis des fois, ils font leur stratégie eux-mêmes, mais souvent, ils n'en font pas. Donc, voilà. Donc, il n'y a aucune autorité sur la réalisation, c'est du déclaratif. Je dis pas, tout le monde fait beaucoup d'efforts pour que ça se passe pas comme ça, mais la réalité, c'est que ça se passe comme ça. Et donc, voilà, nous, on a fait une stratégie, j'avoue, nous, on a fait une stratégie dans le canton de Vaud. Moi, je n'ai même pas ouvert la stratégie 2020. Ça ne m'est pas venu à l'idée, pour dire. Mais, voilà. Mais j'avoue, j'en ai honte. Voilà. Ensuite, en termes de législation et de régulation, est-ce qu'on a un corpus de lois et de règlements qui appuient finalement ça? Alors, c'est clair qu'on a la loi sur l'assurance maladie, qui, vu que c'est le seul texte majeur au niveau fédéral, en fait, il traite à tort de toute la régulation du système de soins. Mais c'est une assurance sociale, et elle n'aurait pas à réguler, finalement, le système de soins. On n'a pas de cadre fédéral sur la santé, de loi type, comme l'a dit Yves, effectivement, c'est sur ce contenu que je travaille, dans l'hypothèse d'une loi fédérale de santé, et ça a été dit, à cause du fédéralisme, les questions intersectorielles, et je pense que ce sera repris après, c'est très difficile quand on n'est pas sur les mêmes niveaux de décision. Et comme ça a été dit, il n'y a pas d'organe vertical. Nous, on n'avait jamais de lien comme directeur de la santé publique d'un canton avec, par exemple, les acteurs de l'OFSP. En fait, c'était que de la politique. Donc, un gros problème. Là, j'ai mis du rouge. Après, ça appartient qu'à moi, les couleurs.
La capacité de partenariat, là aussi c'est très difficile parce que déjà nous, en tant qu'État, entre confédération et canton, on ne se parle pas suffisamment sur ces éléments de stratégie, mais alors quand on rajoute tous les autres acteurs là-dedans, ça devient difficile. Une chose qui est frappante, c'est dans notre pays tout démocratique qu'il est, en fait on n'a pas de rôle officiel pour les citoyens ou pour les patients dans la gouvernance. Il n'y a aucune place qui leur est attribuée officiellement, où ils sont consultés comme les autres, mais on n'a pas de place accordée à cette dimension-là. Donc tout se joue en cercle assez privé sur ce système de santé. Et le système d'information, j'ai été gentil, j'ai rajouté un orange après, mais enfin on aurait pu le mettre que en rouge pour le système d'information, parce qu'il est en silo, il est morcelé sur les différents niveaux de gouvernance. Donc en termes de pilotage du système de santé, nous on est complètement à l'aveugle en Suisse par rapport à ça. Donc, en termes de rôle d'État, franchement, on n'est pas bien armé en termes de ce qui est inscrit dans la Constitution, ni sur la question du droit de la santé, sur la vision de la santé et de ses déterminants, sur la lisibilité de la gouvernance santé, et puis sur la législation qui devrait porter tout ça. Alors, on se dit, dans notre système libéral, alors, si ce n'est pas l'État, c'est les acteurs qui pourraient réguler le système et puis qui pourraient répondre. J'essaye. Bon, pour la promotion de santé, on se dit, est-ce que les différents gros marchés, l'agroalimentaire, l'industrie, les industries polluantes, l'industrie du tabac, pourraient faire, dans un grand effort de salutogenèse, essayer de réduire leur production de toxiques pour le bien public? Bon, voilà. On passe assez vite. Et donc, on revient sur nos acteurs autour du système de soins, que sont les acteurs historiques, les caisses maladies et les professionnels de santé. Mais ces deux acteurs qui tiennent les clés du système tarifaire et qui tiennent les clés... En fait, il faut imaginer le système de soins comme une grande machine avec des tuyaux de base on met l'eau là et puis ensuite on répartit l'argent dans le truc. Donc tous les tuyaux sont déjà établis. Chaque année, on élargit un peu les tuyaux, mais ils vont toujours au même endroit. Et puis quand il y en a un qui dit « Ouais, tu pourrais pas m'en donner un petit peu là ?» On fait un petit tuyau, puis on met 3 gouttes pour la prévention ou pour, je sais pas quoi, les soins infirmiers. Donc en fait, ceux qui tiennent les rênes sont les assureurs d'un côté et les professionnels, c'est ce qu'on appelle les partenaires tarifaires. Finalement, ils tiennent le système. Alors, est-ce que dans un grand élan de bonté, ils seraient prêts à repenser les tuyaux et puis rééquilibrer ces tuyaux? Pas sûr, parce qu'il y a tellement d'argent qui circule dans ce système qu'il n'y a probablement aucun intérêt à transformer le système, et il y a même un fort intérêt à ce flou de gouvernance. Donc en fait, toute tentative d'essayer de mieux réguler va se heurter à des lobbyismes très importants, et donc on est sur un blocage. Je vous prends l'exemple de la pénurie de médecins généralistes, finalement. Qui peut faire quoi? Alors intuitivement, on se dit, faut former plus de médecins généralistes. Donc, on dit, alors faites quelque chose. Mais en fait, ni la Confédération ni les cantons n'ont la main sur la formation post-grade, parce qu'ici, c'est un libre choix de la spécialité. Donc, en fait, ce n'est pas un rôle d'État. Bon, alors on dit, allez, l'incitatif financier, on paye des places de formation. Et donc, s'il y a des places de formation, il y a peut-être des jeunes médecins qui vont aller se former comme généralistes. Alors ça, c'est des cantons, évidemment. Donc la Confédération, elle ne se mêle pas de ça. Et puis, les cantons, ils se disent, moi, je veux bien créer des places de médecins généralistes, mais après, l'autre, s'il va partir à Neuchâtel ou à Saint-Gall, etc., Alors, puis, on ne peut pas mettre des redevances, pour dire, on avait essayé d'aller voir si on pouvait mettre des redevances, etc., mais on ne pouvait pas mettre des redevances. Donc, toujours la même chose. Est-ce qu'un canton, il veut investir pour le bien public de toute la Suisse ou pas? Toujours évidemment difficile. Alors, on se dit, alors rendons la profession attractive. Alors, on change la structure tarifaire, on revalorise le temps, la coordination des soins. Et puis, comme tout ça, c'est neutralité des coûts, c'est comme ça qu'on appelle, alors ça veut dire la FMH, elle voudrait dire, si on donne plus d'argent aux généralistes, alors on va piquer un peu aux spécialistes. Alors là, je ne vous imagine pas les arcanes de la FMH. Évidemment, elle ne prend même pas le sujet à l'ordre du jour. Alors, on dit, et le contrôle fédéral des finances a été assez acide sur tous ces systèmes, et encore récemment sur les assurances, etc. La Confédération, je pense, pourrait l'imposer, mais en fait, ce serait une bombe politique, et ça ne se fait pas.
Donc on a des vrais blocages, et si je reprends les 38 mesures de maîtrise des coûts qui ont été faites par un groupe d'experts indépendants, etc., c'est fou de lire quand même à quel point c'est du vœu pieux. Je ne sais pas ceux qui ont rédigé ça s'ils se sont relus, mais tous les acteurs du système de santé doivent contribuer à freiner sensiblement la hausse des coûts dans l'AOS. Il faut corriger les incitations visant à multiplier les prestations. Ouais. Le partenariat tarifaire doit être maintenu. S'il ne permet pas d'obtenir des résultats, des compétences subsidiaires de la Confédération doivent prendre le relais pour que les soins médicaux évoluent dans l'intérêt des patients dans le but de les protéger. Voilà. Tous les acteurs usent de toute leur marge de manœuvre pour que le progrès médical et l'innovation profitent à l'ensemble des assurés. Et tous les acteurs sont tenus de publier des données sur la qualité à des fins d'amélioration. Mais top, le programme, il est là. Eh ben, ça ne marche pas du tout. Voilà. Chaque fois et puis toutes ces mesures, alors, c'est échec sur échec sur échec au Parlement, de manière assez spectaculaire. Voilà. Et tout ça pourquoi? Alors ça date de l'année passée, mais personne n'a vraiment intérêt à changer ça. Et donc c'est Gerhard Pfister qui disait, il était dans la commission santé, je n'ai jamais vu une telle influence des lobbyistes de tous bords sur tous les détails. Ces groupes d'intérêt ont des préoccupations divergentes, mais au final, vous avez toujours des alliances de ceux qui ne veulent pas de changement. Le système est bloqué. Alors ça, on peut dire, OK, c'est le président du centre, d'accord. Mais alors quand c'est Alain Berset qui parle du cartel du silence, là, j'ai plus de peine à avaler. Et quand on lui demande, mais qu'est-ce que le cartel du silence ? Lorsque le Conseil fédéral ou le Parlement veulent toucher un domaine spécifique dans la santé pour freiner l'évolution des coûts, les autres regardent ailleurs et se taisent en espérant pouvoir bénéficier du même silence le jour où ils seront à leur tour concernés. Président, chef du... Ça, moi j'ai plus de peine à avaler. Bon, alors qui sont les plus grands lobbyistes à Berne? Vous le savez, c'est les parlementaires eux-mêmes. Et puis, j'ai juste regardé là, sur les membres de la commission santé sociale du Conseil des États. J'ai mis des petites étoiles jaunes sur les parlementaires directement liés aux caisses maladies. Et c'est vraiment intéressant, à part ça, de voir le groupe mutuel, comment il réussit à se lier sous différents chapitres. CSS, groupe mutuel, voilà. Mais donc, en fait, la liberté, disons, de penser de nos politiques est discutable. Donc, à la fin, je suis convaincue qu'on ne va pas s'en sortir sans penser à l'autre, dernier acteur, qui est nous, les citoyens, qui sommes réellement les dindons de la farce dans cette affaire, pour dire, OK, il va y avoir des choses. Et qu'est-ce que veut le peuple? Alors, ça, je vous montre juste... parce que et après j'ai terminé, c'est l'opinion ça c'est le panel suisse des ménages, c'est une étude qui a été faite ici par Philippe Train, et puis on a demandé au panel suisse des ménages, on leur a dit, demain, vous vous réveillez dans un monde où il y a tout le temps des docteurs partout, les meilleurs médicaments et tout ça, vous pouvez tout avoir, sanitairement parlant. Ou bien, deuxième option, vous vous réveillez demain dans un monde où l'environnement est propre, vous savez ce que vous buvez, ce que vous mangez, la santé au travail est respectée, etc. Mais vous ne pourrez jamais voir le docteur. Alors, vous pensez que les gens, ils votent quoi? Qui vote pour le scénario rouge? Les docteurs. Personne n'ose, j'ose pas. OK. Intuitivement, moi, tout le monde se dit les gens ils votent rouge, forcément ils veulent des docteurs et de la médication, mais pas du tout. En fait, et puis après vous pouvez aller regarder le détail de l'étude en fonction de l'âge, en fonction du parti politique, en fonction des cultures, etc. Mais globalement, majoritairement, c'est clair, les gens préféreraient de l'investissement dans des politiques publiques qui rendent l'environnement. Et puis c'est assez sain, disons, on est d'accord, hein, personne ne souhaite être malade. Bon. Et puis l'autre chose sur laquelle on ne répond plus aux conditions citoyennes, c'est évidemment cette croissance de la charge sur les ménages avec cette évolution depuis 1995. Tout ce qui est en vert, c'est ce qui est payé directement par les ménages. Donc on finance plus des 2/3 via l'assurance maladie, à Ouest, plus des 2/3 du système de financement. Et je termine avec ça. Si c'était... Chaque année, on sait que ça augmente. Chaque année, ça augmente de 2 milliards de plus, 3 milliards de plus.
Si c'était de l'argent public, les 2 milliards, 3 milliards, il y aura quelques débats au Parlement et dans les parlements cantonaux pour dire « Ah ben non, on va plutôt mettre ça là ou bien plutôt mettre ça là. Est-ce qu'on met encore aux spécialistes ou bien est-ce qu'on met en médecine de première cour ?» Mais là, c'est invariable, ça rentre dans la machine, ça ressort dans les tuyaux de ce qu'on avait attribué à un moment donné comme valeur sur la question du système sanitaire. Et donc, on n'a aucune main là-dessus. Et puis, sur des questions plus de fond à traiter, bien sûr, et je pense qu'idéalement, il faudrait un changement de la Constitution, mais on doit se réinterroger sur la vision de la santé, sur le degré de régulation du système de santé. Et ça, ce n'est pas propre à la Suisse, hein, c'est tous les États sur la question de la régulation des systèmes de santé. Ce degré de justice sociale et puis de centralisation, décentralisation, qui présentent des grands avantages, mais qui sont aussi des gros risques. Voilà. À la fin, je pense qu'on va devoir se battre pour débattre de tout ça avec le plus de recul possible. Voilà. Merci de votre attention. Merci Stéphanie pour cette présentation. On va prendre quelques minutes sur la pause, vous m'excuserez pour cela déjà, pour répondre aux questions que vous auriez. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oh, beaucoup d'interventions. On commence peut-être ici devant, monsieur. Oui, merci beaucoup pour cet exposé. Vous avez fait la démonstration que finalement l'inertie est le plus grand des mouvements. Avec beaucoup de cynisme, cela étant. Maintenant, j'aimerais vous poser la question suivante, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui la question du seuil de tolérance économique. Dans quelques semaines, on va avoir l'annonce des primes. Et c'est l'histoire de la grenouille dans l'eau chaude, c'est-à-dire que chaque année, on dit c'est douloureux, c'est terrible, c'est affreux, etc. Et puis on reprend, comme à l'an 40, les mêmes réflexes. Moi, je me demande si finalement, puisque quand on parle de ces coûts de la santé, et vous l'avez fait la démonstration, finalement le coût marginal qu'on rajoute aux soins, pas à la santé, n'amène pas une espérance de vie en bonne santé à 65 ans meilleure que n'importe quel pays qui consacre en PIB beaucoup moins que nous. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas que nous, enfin ceux qui parlent tout le temps de la santé, on se réunit toujours entre nous, acteurs de la santé, et faire intervenir les autres acteurs économiques? Parce que quand on voit que dans le panier de la ménagère, les coûts de la santé vont bientôt être équivalents au coût des loyers, quand on dit que les coûts des loyers devraient maximum être 30% du budget d'un ménage. Maintenant, dans certains ménages, c'est aussi 30%. Il ne reste plus que 30%, un tiers, pour le reste, alimentation, etc. Et de faire intervenir les autres acteurs, parce que le coût marginal qu'on rajoute, ou le franc marginal qu'on rajoute dans la santé, ne profite pas aux autres acteurs économiques. Et là, jouer un peu sur la concurrence dans la répartition du franc qu'on rajoute dans les différentes dépenses d'un ménage. Oui, alors je ne suis pas économiste et je ne pourrais pas vous répondre finement là-dessus. La seule chose, c'est que je pense que la question des coûts, elle focalise toute l'attention médiatique, forcément au mois de septembre, et en réalité, on a d'autres questions de fond, de répartition, de ce qu'on veut financer, parce que même les initiatives qui disent on met un plafond, on ne dépense pas plus, etc., ça ne réinterroge pas là où on veut investir. Donc ça risque d'être stérile en tant que tel. Et bien sûr, il y a peut-être plusieurs modèles ou manières de penser, disons, un monde économique. Mais moi, ce qui me questionne, c'est que tant qu'on ne valorise pas la fin de vie, parce que, disons, la réalité à 2050, c'est qu'il y aura juste beaucoup de gens qui vont mourir et qui vont mourir vieux. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Comment on investit dans cet accompagnement, les personnes âgées, etc. On a totalement désinvesti ce secteur. Aujourd'hui, les EMS, ils n'arrivent pas à recruter des infirmières parce qu'elles sont toutes captées. L'année passée, le CHUV, il a engagé l'entier de la volée des ASSC qui avait terminé. Donc, on peut bien faire ces débats, mais je trouve que politiquement, on occupe un terrain, on débat, on cause de ces choses-là qui sont peut-être vertueuses par étapes, mais moi, je souhaiterais qu'on puisse débattre des questions de fond, parce que là, je ne vous ai même pas parlé du tout de la question du défi climatique, mais le système de santé, c'est un puissant producteur, et notamment avec les médicaments, c'est un puissant producteur de gaz à effet de serre. Donc, le jour où on décarbone, le jour où on se met des objectifs, pour l'instant, le système de santé, il pense qu'il sera, lui, pas touché par ça, parce que la sacro-sainte. Mais la décarbonisation du système de santé, les Français ont fait l'exercice, en optimisant les suivis chroniques, les médicaments, etc., tout ce que vous voulez. Vous n'arrivez même pas à 10%
10% des objectifs de décarbonation qui ne sont pas à zéro pour le système sanitaire. Donc décarboner le système sanitaire, c'est se reposer fondamentalement la question des soins, mais fondamentale. Parce qu'on est là dans une déperdition d'énergie à des prix faramineux. Pour les oncologues, ils vous montrent les slides, et puis vous voyez, vous dites, mais est-ce que j'ai bien lu là l'échelle ? Vous parlez bien de jours, de 10 jours de plus, avec un traitement oncologique. J'ai dit, oui, c'est des jours. Mais donc, on est sur des logiques complètement hors sol. Et je pense qu'on doit saisir des opportunités de débat, mais c'est des débats de fond, hein, puis qui vont faire mal. Parce qu'on est dans un système où on ne pourra plus tous payer, c'est clair. Et assez vite, en fait. Et même sans le défi climatique. Donc, il y a une responsabilité collective et sociétale qu'il faut... En fait, la biomédecine s'est tellement appropriée la santé que vous allez chez le médecin en ayant le sentiment d'être en bonne santé. S'il vous trouve une anomalie de laboratoire avec un cholestérol trop haut, vous allez vraiment considérer que vous n'êtes plus en bonne santé. Donc, on a tellement mis notre santé dans les mains de la médecine que je trouve qu'on doit vraiment se recultiver pour dire comment on débat de cette question de la santé. On l'a tellement délégué à la médecine et aux médecins qu'en fait, on est devenu, je pense, très, très mal éduqué sur cette question-là. Il y avait une autre question là-bas. Oui, merci Madame pour votre brillante conférence. J'aimerais revenir au syndrome de la rue de Pékin. Est-ce qu'on est ici? Pardon. Est-ce qu'on n'est pas, si on reprend les slides que vous avez montrés au début, en fait, tous les autres pays qui se trouvent dans les top 10, ils ont au moins 10 fois plus d'habitants, au minimum. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans un système beaucoup trop petit, un système fractal qui est laissé en roue libre par un système fédéraliste totalement inefficient et totalement inefficace à gérer, avec des lobbies qui sont en train de protéger le développement de ce système? En fait, le système, il porte en lui-même le gène qui va le tuer. Enfin, il n'y a pas de solution à tout ça. Est-ce qu'il ne faut pas voir les choses de façon plus globale et plus large au niveau européen, par exemple? C'est clair. D'ailleurs, Thomas Zeltner, qui était l'ancien directeur de l'OFSP, dit, mais la politique de santé, c'est même pas une politique nationale. Donc nous, on s'écharpe entre cantons et confédérations. Il dit, mais c'est une politique extérieure. On est complètement dépendant, finalement, des marchés extérieurs. On parle en approvisionnement de médicaments, en termes de progrès de conception de la santé, la pollution, la pollution produite, enfin la toxicité produite par les aliments ultra transformés qui nous produisent à la chaîne des enfants malades. C'est des politiques qui sont bien plus larges, et en tout cas pas celles des cantons. Et c'est vrai que quand on pense qu'on est encore dans un système où 26 fois on se réinvente la roue en système d'information, 26 fois on se dit tiens, qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport au vieillissement de la population, c'est absurde et c'est une déperdition d'énergie, mais crasse, quoi. Alors des fois je me dis il y a peut-être un intérêt à tellement fragmenter les choses, encore une fois que ça laisse le libre cours à ceux qui font leur bille là-dedans, pour dire. D'autres questions? Oui. De ce côté-ci, ouais. Depuis quelque temps, un groupe de cliniques privées avec un grand assureur de la place font la promotion d'un système dit intégré, un grand renfort de lobbyisme et de publicité. Est-ce que pour vous, ça va dans le bon sens, sans citer de nom là? Je pense que vous savez à quoi je fais allusion. Bon, tout ce qui est de travailler un peu à la marge du système, c'est bien. Donc ça met un petit peu de coup de pied dans la fourmilière. Mais il n'y a évidemment aucun miracle à attendre. En fait, c'est un assureur le réseau qui propose, c'est l'hôpital avec quelques médecins qui travailleront avec l'hôpital. Si on veut faire quelque chose de bien là-dessus, il faudrait une vraie approche populationnelle, il faudrait une vraie responsabilité populationnelle. Mais là, évidemment, il y aura des gens qui seront dans le modèle d'assurance, puis d'autres qui ne seront pas dans le modèle. Donc, forcément, les gens qui vont capter dans le modèle, parce qu'ils ne vont pas aller faire de la pub auprès de n'importe qui, je ne pense pas qu'ils vont aller faire les flyers en EMS, etc., pour dire « venez dans le modèle
dont on parle. Donc forcément, il y aura une forme de sélection, et forcément, comme ils vont mieux se causer d'un point de vue médical, forcément, on devrait améliorer un peu des durées de séjour, des hospitalisations, etc. La question, c'est si on veut passer vraiment le cap, il y a des activités qui ne doivent plus être faites par les médecins et qui devraient être faites par des infirmières en particulier, qui sont bien meilleures dans le traitement des maladies chroniques, encourager les gens à changer d'hygiène de vie, etc., les soins à domicile, etc. Et au fond, le système, il marchera peut-être s'il décide de salarier les médecins à la fin, ou alors de changer les mécanismes de financement. Mais tant que vous facturez à l'acte, vous n'avez aucun intérêt à ne pas voir votre patient. Donc en fait, le système va être très à la marge. Et puis alors, quand ils osent rajouter qu'ils vont faire de la prévention, alors moi j'ai plus de peine, ça, après tout, que les modèles libéraux fassent ça, c'est très bien. J'ai plus de peine avec la position du canton de Berne, qui finalement délègue une forme de responsabilité populationnelle sur des dimensions de prévention, etc., à ce réseau. Là, je trouve que c'est un peu faible en termes de conception de la responsabilité d'État, quoi. Une petite question qui, moi, me paraît complètement incompréhensible face à la pénurie de personnel soignant que vous évoquez, notamment des médecins. Comment on explique qu'on a un numerus clausus aussi strict à l'entrée des études? Moi, c'est quelque chose qui me dépasse complètement. Oui, c'est extraordinaire, l'histoire de la médecine. En même temps, on met un numerus clausus à l'entrée dans les facs de médecine. De l'autre côté, on met un plafond sur les autorités d'installation via la LAMAL. En fait, c'est vrai que ça peut faire juste l'objet, l'illustration parfaite du foutoir, je ne peux pas dire autrement, parce que chacun lit les choses là où il est. Donc en fait, les places de médecine, c'est les universités, donc c'est cantonal. Donc c'est de l'investissement cantonal, en fait, c'est de l'argent cantonal. Donc, et puis une place de formation en médecine, Martial peut-être pourra dire le contraire, mais elle coûte plus cher, je pense, qu'une place en fac de, je ne sais pas quoi, de lettres, etc. C'est 50 000 par rapport à 12 500. Voilà, donc ça coûte beaucoup plus cher. Donc évidemment, l'université, elle se dit, est-ce que je le fais pas? La même chose, l'État cantonal pourrait dire, allez, il faut le faire, mais alors ça veut dire, de nouveau, c'est les cantons universitaires qui investissent pour, finalement, le bien, de nouveau, public. Donc c'est de l'investissement, parce qu'on n'est pas du tout sûr que les médecins qu'on forme à Lausanne, ensuite, ils restent dans le canton de Vaud. Donc, en fait, là, on a une démarche qui est un numerus clausus, parce qu'on ne peut pas prendre plus que tant les gens. Ensuite, on laisse les gens se former. Ensuite, on dit, vous avez la liberté de faire votre formation post-grade et puis d'obtenir un titre de spécialiste. Mais à la fin, on vient de remettre un autre plafond sur l'installation. Donc, c'est totalement incohérent et il n'y a aucune stratégie. Il n'y a aucune stratégie par rapport à ça. Donc, en fait, on laisse les silos d'autorité historique. Chacun fait son petit business avec ses prérogatives et puis sa vision du monde, mais a priori, le canton et l'université n'ont pas vocation de répondre aux besoins sanitaires de toute la Suisse. Donc, en fait, on n'aligne pas le champ de responsabilité avec une vision coordonnée, une intention qu'on suit. Tout ça est extrêmement morcelé. Et il n'y a rien qui va changer, sous peu. Alors, quand tout d'un coup, la Confédération se réveille, tout d'un coup, elle met quelques millions, puis il y a un petit truc qui se passe. Non, c'est vrai, ça marche qu'avec l'argent. Léonore Porcher. Je suis un peu sévère. Merci beaucoup pour cette présentation qui représente très exactement ce qui se passe en commission de la santé, dans laquelle je siège au niveau national. C'est très désespérant. Quand je fais une présentation de ce type-là sur l'impact du réchauffement climatique sur la santé, je mets toujours à la fin, mais on ne va rien changer tant qu'on n'a pas changé la gouvernance. Et je montre notamment la liste de gens qu'on auditionne en commission qui fait en général 3 pages. Personnes qui viennent nous présenter leurs intérêts financiers. Donc la posture que mes collègues de mon parti, les Verts et moi, avons prise, c'est que finalement on dit on ne va pas pouvoir changer les questions financières parce qu'il y a trop d'intérêts, donc on va juste gérer la répartition des coûts, et on règle cette question comme ça, voilà. Et ensuite, on s'occupe des vraies politiques de santé. Et cette législature, la seule décision qu'on a prise, c'est la question du tabac.
qui va avoir un impact sur la santé. C'est la seule de cette législature qui va vraiment avoir un impact sur la santé. Et ça a marché seulement avec, en fait, l'engagement très important des gens, enfin des médecins et des professionnels de la santé. Et donc ma question, elle est celle-ci. Comme vous travaillez dans une institution qui, enfin vous venez du canton, mais maintenant vous travaillez dans une institution qui est assez engagée sur ces questions de santé publique. On le voit et ça fait du bien. Comment est-ce que vous sentez ce sentiment de responsabilité du monde médical de s'engager pour la santé publique? Je pense au sucre. Je pense par exemple, enfin, voilà, les questions de diabète, évidemment, qui me touchent particulièrement en tant que président de Diabète Vaud. Comment est-ce que vous sentez cette volonté de s'engager du personnel soignant? Parce que de ce que j'ai vu, cette législature, c'est seulement grâce à l'engagement du monde médical sur la question spécifique du tabac qui touche les enfants qu'on a réussi à avoir une amélioration réelle du système de santé. Peut-être c'est ça la faille qui va arriver maintenant, c'est qu'en fait, il n'y a plus de reconnaissance des acteurs soignants, médecins, soins infirmiers, dans cette première ligne d'activité de ce qui fait du sens dans la mission. Il y a une grosse fracture avec les corporations et ce qui les représente, en fait. Je pense qu'aucun médecin que je connais ne se sent représenté en termes d'identité par la FMH. Aucun. Et donc, en fait, je pense qu'effectivement, il y a peut-être une opportunité de réveiller là, mais c'est la même chose qu'un espèce de réveil citoyen en disant « Eh oh, la santé, ça nous appartient, et le système nous appartient accessoirement, hein, plus des 2/3 ». Et donc, de fédérer peut-être entre l'Asie, entre la médecine de première cour, de créer, mais il faut les organiser. Je pense qu'il faut les organiser en force politique. Et c'est là que, voilà, culturellement, identitairement, les soignants ne sont pas très investis en politique, mais il faudrait organiser des supports, à mon avis, pour que cette force de lisibilité soit là. Mais après, ça reste David contre Goliath, hein, parce qu'il y a tellement d'argent, mais tellement d'intérêt, que personne n'est naïf. Ouais. Je regrette, je vais devoir interrompre la séance de questions-réponses, autrement on n'arrivera pas à compléter notre programme de la journée. Stéphanie, je suppose que tu restes ici encore avec nous un moment pendant la pause, donc n'hésitez pas à l'interpeller, à continuer le dialogue.